Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Public TV pour cette émission spéciale consacrée aux enjeux de parentalité des professionnels de santé, une émission réalisée en partenariat avec la MNH, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers. Nous allons dévoiler les résultats d'un baromètre consacré à ces problématiques de parentalité des personnels hospitaliers, baromètre réalisé par la MNH en partenariat avec Odoxa et la chaire santé de Sciences Po. Être parent, est-ce différent quand on est professionnel de santé? Quels sont les besoins spécifiques des hospitaliers? Comment faire de l'accompagnement de la grossesse et de la parentalité un levier concret, un levier puissant d'attractivité et de fidélisation? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser ensemble. Nous vous présenterons ces résultats très marquants dans un instant. Nous les mettrons en débat, en solutions aussi concrètes, opérationnelles avec nos invités. Floriane Rivière, bonjour, vous avez le micro. Madame la directrice générale du CHU de Tours, merci d'être avec nous. À vos côtés, Guillaume Bailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'intersyndicale nationale des internes. Barbara Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Association française des directeurs des soins. Vous nous direz un mot sur l'association. Et Jean-Bernard Castet, bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint Affaires publiques et santé de la MNH. Très heureux de faire cette émission avec vous, avec la MNH. Et depuis le public, je vous présente Gaël Slimane, président d'Odoxa. Vous nous présenterez les résultats dans un instant. Pour lancer la discussion, on va donner la parole au ministre Stanislas Guerini qui a fait une capsule vidéo. Il souhaitait être avec nous et il a un agenda très chargé. Donc on va diffuser sa vidéo dans un instant. Mais Jean-Bernard Castet, première question, pourquoi était-il important de réaliser cette émission ensemble aujourd'hui ? La MNH accompagne les professionnels de santé depuis plus de 60 ans dans leur exercice quotidien. Et donc, c'était pour nous très important de les consulter sur leurs principaux moments de vie et notamment sur le moment de vie de la grossesse et de la parentalité. Et l'idée, c'était d'essayer d'identifier dans un contexte de tension forte en matière de RH pour les établissements de santé, comment faire de ce levier de l'accompagnement de la parentalité quelque chose qui permet d'attirer et de fidéliser les professionnels dans les établissements. Donc, c'était l'enjeu principal de ce baromètre. Un enjeu d'attractivité, de fidélisation, un enjeu au cœur de la GRH, c'est souhaitable. Regardez l'intervention du ministre Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la fonction publique qui se saisit de cette problématique. On regarde son intervention. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Je voulais être indirectement avec vous ce matin. Je ne peux pas être physiquement présent à cette table ronde. Je concerte en ce moment même sur le futur projet de réforme de la fonction publique, donc sujet évidemment important. Mais je tenais à vous adresser ces quelques mots parce que la thématique de la parentalité, elle est pour moi essentielle. Tout simplement en partant d'un fait très simple, 9 agents publics sur 10 sont parents. Et pourtant, jusqu'à il y a très peu de temps, le sujet de la conciliation entre la vie de parents et la vie d'agent public était un sujet qui était totalement tabou. Et je crois que pouvoir entendre, comprendre les attentes des agents publics pour mieux concilier un rôle de parent et un exercice professionnel, c'est une nécessité absolue. Donc c'est la raison pour laquelle je veux d'abord commencer par saluer cette initiative inédite de la MNH, en partenariat avec Odoxa, avec Acteurs Publics, avec la chaire santé de Sciences Po, pour mesurer, chercher à comprendre les difficultés et les enjeux qui sont derrière cet enjeu de la parentalité des hospitaliers. Votre étude, je le dis de façon très directe, elle est extrêmement éclairante et intéressante, et il y a des chiffres à l'intérieur de l'étude qui nous invitent à agir sans attendre. Ils rejoignent pour moi les données mises en lumière par la consultation que j'ai pu lancer, c'était l'été dernier, sur les conditions de travail dans la fonction publique. Il y a des aspirations au changement qui sont très profondes. Je vais vous citer un chiffre, 72% des 110 000 agents qui ont répondu se disaient intéressés par une réorganisation de leur temps de travail pour pouvoir justement mieux équilibrer leur temps de vie. Alors, on a avancé, il y a eu des avancées ces dernières années pour mieux accompagner la parentalité des agents publics. Je pense notamment à l'accord du 30 novembre 2018. On sait que les charges liées à la vie familiale restent trop souvent l'apanage des femmes et votre étude vient à nouveau le confirmer. 62% des agents publics sont des femmes. Et donc, on doit pouvoir chercher à mieux accompagner, je pense notamment aux situations de grossesse, leur rôle de mère, agente publique. Nous l'avons fait sur un sujet qui était là aussi un sujet qui était très tabou,
par exemple en supprimant le jour de carence pour les congés maladie qui sont liés à une grossesse, en permettant une augmentation du nombre de jours de télétravail durant la situation de grossesse. Mais aussi, c'était un cas qui m'avait marqué quelques semaines après mes débuts au ministère, en sécurisant leur scolarité en cas de grossesse ou de parentalité dans nos écoles du service public. Les règles du jeu étaient très diversement traitées dans les différentes écoles du service public. Nous avons présenté un décret à l'automne dernier pour pouvoir unifier et améliorer les pratiques pour l'ensemble de la fonction publique de l'État dans l'ensemble de nos écoles de service public et notamment dans la fonction publique hospitalière. Je pense aussi à une autre thématique qui est celle d'encourager les pères à prendre toute leur place. Donc c'est la raison pour laquelle on a valorisé le congé parental en assouplissant des règles d'utilisation et puis permettre une conservation des droits à l'avancement. Ce sont des choses qui sont très concrètes, mais je crois qu'elles font aussi la différence, de même que nous avons allongé aussi en 2021 le congé paternité pour désormais attendre 28 jours. Je crois, et j'évoquais la dimension de l'organisation du travail, au-delà de ces mesures qui sont des mesures très concrètes, que la question de l'organisation du temps de travail peut être aussi une façon de mieux accompagner les parents, notamment, je le dis, les femmes en situation de monoparentalité. La semaine en 4 jours, qui était au cœur du discours de politique générale du Premier ministre, peut être pour cet angle-là une avancée très concrète. J'ai voulu, il y a quelques jours, qu'on puisse avancer très concrètement dans l'expérimentation dans la fonction publique sur cette question de l'organisation du temps de travail. Je prends inspiration très directe sur plusieurs collectifs hospitaliers, médico-sociaux, et je vois que beaucoup sont volontaires pour pouvoir tester cette organisation, l'évaluer dans la fonction publique hospitalière. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui partent de l'hôpital, qui partent des établissements médico-sociaux pour mieux accompagner la parentalité. Par exemple, du CH de Béziers, avec des séances de coaching qui sont proposées aux hospitalières. Je prends l'exemple du CH de Calais, avec le programme de BabyZen. Je prends l'exemple de la PHP, avec la formation des managers, justement à pouvoir mieux accompagner la grossesse. Mais malgré toutes ces avancées, je suis conscient, je le dis avec beaucoup de lucidité et d'humilité devant vous, qu'être parent dans la fonction publique peut encore aujourd'hui être regardé comme une faiblesse ou un inconvénient sur un CV. Et j'avais, pour pouvoir mesurer cette réalité bien en face, commandé l'an dernier une étude au professeur Lortis, avec ses équipes de l'université Gustave Esfel, des bons spécialistes de ces sujets-là, notamment des discriminations. Et je le dis, les résultats sont édifiants. L'état de grossesse pour une femme ou une future parentalité pour un homme entraîne une baisse de 15% dans les chances d'accéder à un entretien d'embauche dans la fonction publique. Ça n'est pas acceptable et nous devons en faire un sujet de mobilisation pour permettre aux hommes et aux femmes de pouvoir mieux concilier leur rôle de maman ou de papa avec leur parcours professionnel. J'ai souhaité engager ou accélérer cette dynamique à l'automne en signant la charte de la parentalité pour l'ensemble de la fonction publique. Et dans le cadre de cette charte, le 5 juin prochain, les administrations publiques ouvriront leurs portes aux enfants. C'est une mesure symbolique, mais je crois aussi à ces symboles-là qui nous font avancer, qui peuvent permettre de faire bouger les lignes, bouger les mentalités, bouger la culture, tout simplement aussi dans la fonction publique. Je veux que, très concrètement, on puisse mettre au cœur des futurs accords sur l'égalité professionnelle, vous savez que je les réouvre avec les organisations syndicales, la question de la parentalité et notamment, je le mentionnais, la question de la monoparentalité. J'ai en tête des mesures très concrètes pour permettre par exemple aux conjoints ou conjointes de femmes enceintes de les accompagner à l'ensemble des rendez-vous liés à la grossesse, pour permettre de mieux tenir compte de toutes les formes de parentalité et des situations aussi de vulnérabilité. Qu'on soit maman, papa, coparents, nous devons toutes et tous pouvoir nous épanouir au travail comme dans notre vie de famille. Je veux vraiment vous remercier d'avoir mis ce sujet qui est encore une fois au cœur de mes préoccupations au débat aujourd'hui, de mettre ce sujet qui est très quotidien pour la vie des hospitaliers. Et je vais vous dire que j'ai demandé à mon équipe de suivre avec beaucoup d'attention vos échanges ce matin pour pouvoir rebondir, profiter aussi des idées, des propositions que vous pourrez formuler. Alors, je vous souhaite, sans vouloir être trop long, une très belle table ronde et je vous dis pour ma part à bientôt.
Merci au ministre Stanislas Guerini, ministre de la Transformation de la fonction publique, d'avoir ainsi posé les enjeux, agir sans attendre, une nécessité absolue. On le voit dans ses propos, un engagement fort du ministre qui a teasé d'une certaine manière l'enquête qu'on va vous présenter maintenant. Je me tourne vers vous, Gaël Sliman, président d'Odoxa. Alors, 3 parties pour cette émission. On va poser les constats, puis les attentes, puis les solutions. En matière de constat, Gaël, expliquez-nous à la fois la méthode et puis les premiers enseignements de ce baromètre. Alors la méthode, écoutez, on a interrogé un échantillon double, un échantillon représentatif assez conséquent de Françaises et de Français et d'actifs. Plus de 2000 personnes ont été interrogées au niveau de la population générale. Et puis surtout, on s'est intéressé de près à ce que nous disaient les professionnels de santé, notamment à l'hôpital, en interrogeant plus de 1400 professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, infirmières, des aides-soignantes, qui nous ont raconté un petit peu comment les choses se passaient du point de vue de leur statut de parents, de papa et de maman, et quelles étaient les difficultés auxquelles ils étaient confrontés les uns et les autres. Et on a regardé en miroir à chaque fois les difficultés qui sont déjà importantes, qu'on peut observer en population générale chez les actifs, et puis des difficultés, on va le voir dans un instant, qui sont encore accrues auprès des professionnels de santé. Alors peut-être dans un premier temps, je peux vous donner quelques éléments de cadrage sur justement toutes les difficultés qui existent pour concilier son statut de parent et son activité professionnelle chez les Français, mais aussi chez les soignants. Slide numéro 3, la régie, si vous voulez bien. Gaël. Alors d'abord, il y a une première difficulté, c'est que parce qu'on travaille, on a pu être contraint de reporter ou d'annuler un projet d'enfant en raison de l'impact que ça avait sur sa carrière. Et là, on a un résultat qui fait frémir et réfléchir. On a 14% des Français et 10 points de plus, quasiment 23% des soignants qui nous disent « bah oui, moi j'avais déjà, il m'est déjà arrivé d'avoir reporté ou annulé un projet d'enfant à cause de ma carrière ». Et ça, c'est une moyenne. Quand on regarde dans le détail ce que nous disent certaines catégories de soignants, c'est encore plus marqué puisqu'on est à 36% par exemple chez les médecins. Ensuite, c'est ce qu'on voit à l'écran. Il y a un deuxième élément qui concerne l'inverse, c'est-à-dire le fait, parce qu'on avait un projet parental, eh bien de se dire, c'est pas compatible, c'est ce qu'on verra sur le slide suivant, parce qu'on avait un projet parental, de se dire que finalement, on allait devoir changer de métier ou quitter son emploi actuel. Et ça concerne énormément d'actifs. On a 41% des Français qui nous disent bah, « moi j'ai déjà pensé à changer de métier ou à quitter mon emploi parce que j'avais un projet de parentalité ». Et c'est encore plus marqué chez les soignants. On est à 54% et c'est particulièrement le cas pour le changement de métier notamment des aides-soignantes. Donc on voit que ce sujet de la parentalité, il vient totalement se télescoper avec cette activité professionnelle. Et on a un autre indicateur qui le montre, qui est un petit peu plus global, qui consiste à demander aux gens s'ils estimaient au quotidien que leurs contraintes professionnelles, de leur exercice professionnel, étaient compatibles ou pas avec le fait d'être parent. Eh bien, on a un tiers des Français, un tiers des actifs en France, et un tiers des professionnels de santé qui nous disent non, je pense que mon job, mon travail, eh bien, ce n'est pas compatible avec le fait d'être parent. Et encore une fois, c'est une moyenne. Chez les médecins d'une part et les aides-soignantes d'autre part, on est presque à 1 sur 2. 45% nous disent « ça n'est pas compatible, je ne peux pas concilier l'un et l'autre ». Il y a un autre indicateur, avant d'en finir, qui montre aussi ces difficultés. C'est l'idée que, et le ministre Stanislas Guerini l'a dit d'un mot dans son intervention, finalement, être parent, ça pouvait mettre un gros frein à sa carrière professionnelle. Eh bien, c'est ce que nous disent un Français sur 4, un actif sur 4 nous dit « oui, dans mon histoire de parent, je pense que le fait d'être parent a représenté un frein à ma carrière, c'est déjà beaucoup. » Mais on est plus de 10 points au-dessus auprès des professionnels de santé, puisqu'ils sont 35%, eux, et surtout elles, à nous dire que le fait d'être parent a représenté, selon eux et selon elles, un frein à leur carrière professionnelle. Et on va le voir sur le slide suivant, on a de très nombreux Français et de très nombreux soignants qui nous disent que c'est de toute façon très compliqué pour eux
d'arriver à concilier vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale. On a seulement 35% des Français qui nous disent qu'ils y arrivent pleinement. Et alors, c'est 3 fois moins chez les professionnels de santé. On est seulement à 12%. Enfin, pour finir, on a parlé, le ministre a évoqué la situation des femmes. Il a dit, à juste titre, que les difficultés que j'ai mentionnées se posaient bien davantage pour les femmes. Ouais. Il y a une difficulté supplémentaire qui s'ajoute, c'est le reproche qu'elles peuvent se faire elles-mêmes et qu'on peut leur faire. Eh bien, on a 53% des femmes en France qui nous disent qu'elles ont vécu des pressions ou des contraintes liées à leur statut à la fois de maman et de professionnelle. C'est déjà beaucoup. Et chez les professionnels de santé, on est à 82% qui nous disent l'avoir déjà vécu. Alors ça va du fait de ressentir soi-même de la culpabilité à travailler tard le soir, la nuit ou le week-end et de devoir délaisser son enfant, jusqu'à des difficultés beaucoup plus affirmées venues d'autrui, de gens qui vous disent qui vous encouragent à rester mère plutôt qu'à favoriser votre carrière, ou qui vous font des insinuations en suggérant que vous êtes une mauvaise mère parce que vous vous consacrez trop à votre travail. Voilà pour le panorama général. Et vous le voyez, il est assez corsé. Et il y a matière à débat, matière aussi à réaction. Merci Gaël Slimane, président d'Odoxa. On vous retrouve dans un deuxième temps. On parlera des attentes, mais réagissons déjà à ces premiers résultats, sachant que l'enquête dans son intégralité est disponible en ligne, dans les petits liens qui accompagnent cette vidéo. Lançons la discussion. Je me tourne vers vous, Floriane Rivière, directrice générale du CHU de Tours. Résultat très marquant, report, annulation d'un projet d'enfant. On constate que la profession n'est pas compatible avec le fait d'être parent parmi tous les constats. Est-ce que ça fait écho à vos pratiques professionnelles, à votre perception de la situation ? Merci beaucoup. Alors, je pense effectivement, là, on est vraiment au cœur de la problématique de l'attractivité de nos métiers et plus globalement de nos structures. Je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont effectivement très marquants dans cette enquête. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça touche toutes les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire qu'on parle des agents non médicaux, des médecins, des administratifs, des techniques. Enfin, c'est vraiment un sujet qui marque tous les hospitaliers, particulièrement les soignants qui ont la particularité je pense notamment à la question du travail de nuit, qui est un sujet encore plus particulier dans les établissements hospitaliers qui nécessairement doit nous préoccuper. Et plus généralement, alors pour vous donner un ordre d'idée, sur les hôpitaux, c'est plus de 80% de personnel féminin. D'où probablement aussi le sujet de l'impact majeur qu'il peut y avoir sur et l'intérêt important qu'on doit porter à ces questions de parentalité. Mais je pense qu'au-delà même d'un problème genré, on est vraiment sur une problématique sociétale, d'évolution vraiment des mentalités et une volonté que verbalisent les jeunes générations. Et quand je dis jeunes générations, donc une volonté de conciliation vie perso, vie pro, qui est de plus en plus verbalisée, indépendamment même de l'âge, je pense et indépendamment même du genre aussi. Donc c'est vraiment une problématique nouvelle. Et je pense qu'il y a un mot, moi, qui m'a particulièrement... Il y a les chiffres de l'enquête et il y a un mot qu'a prononcé Stanislas Guérini, je pense, qui est particulièrement important, qui est le mot de vulnérabilité. Et ça fait écho effectivement aux 82% de professionnels qui se sentent sous pression et qui expriment cette culpabilité, cette charge mentale. Et je pense que c'est quelque part un raz-de-marée qui fait qu'on doit réinterroger complètement nos modes de fonctionnement, réinterroger nos organisations et intégrer vraiment pleinement ces efforts pour répondre à une demande qui s'est vraiment décuplée avec le Covid, mais qui aujourd'hui occupe l'intégralité de la problématique hospitalière. Merci beaucoup. Quid de votre regard de président de l'intersyndicale nationale des internes, Guillaume Bailly, beaucoup de constats, les femmes particulièrement touchées. Qu'observez-vous, que constatez-vous ? Alors déjà, un chiffre qui est très important de rappeler, que vous avez commencé à faire, c'est que 70% des jeunes médecins, sont des femmes. Donc c'est une problématique finalement qui concerne plus de la majorité. Très bien. Ce qui fait qu'on est obligé de s'en saisir, et comme l'a très bien rappelé Monsieur le Ministre, ça n'est plus tabou. On peut enfin en parler, on peut enfin en discuter, parce que ça a des conséquences qui sont palpables, pas nouvelles, sur la vie non seulement des internes, mais des professionnels de santé de manière plus générale, des médecins. On constate que le projet de report de la parentalité est assez prégnant, est assez présent. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il un bon moment, quand on est dans un cursus médical, pour être parent, pour être maman ? Je peux vous répondre à cette question, non. À toutes les étapes, il y a des contraintes,
On va commencer par la validation des stages hospitaliers. Il est aujourd'hui impossible de valider un stage dans le cadre de son internat et d'avoir son congé maternité. J'étais hier avec une neurochirurgienne. On forme une neurochirurgienne en 12 ans. Cette neurochirurgienne a eu 2 enfants. Elle est partie pour 13, puis une grossesse qui ne s'est pas très bien passée. Donc elle part sur 14 ans. Vous voyez, donc de facto, ça augmente la durée des études dans des conditions d'internat qui sont compliquées pour les 35 000 internes qu'on représente. Ils bossent en moyenne 59 heures par semaine. Donc comment, et pour les neurochirurgiens c'est encore pire, ils arrivent environ à 100 à 110 heures par semaine. Comment voulez-vous concilier, au bout de cette semaine, une parentalité sereine? Ce n'est pas possible. Donc la solution serait de reporter ce projet et de le faire plutôt quand on est chef de clinique ou praticien hospitalier, voire même PUPH, donc professeur des universités. C'est impossible parce que là encore, il y a une compétition pour accéder à ces postes. Et il y a juste à voir les effectifs dans les doyens et dans les PUPH. L'immense majorité sont des hommes. Et ce n'est pas un hasard. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de bonne solution. Et je suis très heureux qu'on se mette autour de cette table, qu'on ait la liberté de le faire pour évoquer ça. Totale liberté, notamment pour apporter des solutions. On les évoquera dans un deuxième temps, mais sur les constats, Barbara Robert, vice-présidente de l'Association française des directeurs des soins, un mot sur l'association et puis sur ce que vous avez constaté, ce que vous voyez aussi évoluer. Effectivement, donc l'association des directeurs des soins, eh bien, on a une vision assez transversale finalement, puisque nous avons été des professionnels du soin au plus près des patients au démarrage de notre carrière. Et désormais, voilà, nous faisons partie des équipes de direction pour mener à bien maintenant ces politiques d'accompagnement des professionnels dans la ligne managériale des paramédicaux. Donc nous avons des collègues qui sont directeurs d'instituts de formation. C'est intéressant aussi de voir quel message on peut déjà apporter à partir du moment où on se forme à ce type de métier et puis effectivement après dans l'exercice professionnel. Donc moi ce que je retiens de l'étude Odoxa, c'est effectivement cette objectivation qui peut-être est nouvelle pour nous parce que jusqu'à présent on le vit en interne, on fait des constats, mais cette objectivation peut avoir des éléments choquants. Moi je trouve que la notion de culpabilité ressentie pour ces professionnels et quand même doit nous interpeller. Et puis également cette notion d'incompatibilité vis-à-vis du métier qui ne nous surprend pas en tant que tel puisque, comme l'a dit Madame Rivière, le travail de nuit, mais aussi le travail très tôt le matin et très tard le soir, engendre effectivement des difficultés qui peuvent être liées de toute nature, hein, à la dimension du transport, à un domicile éloigné de son lieu de travail. Et voilà, toutes ces notions qui sont à prendre en compte au quotidien au sein des équipes par l'encadrement des services, avec une dimension individuelle forte, mais aussi collective à prendre en compte, puisqu'il peut y avoir plusieurs professionnels en situation de grossesse. Et là, ça devient un sujet plus important encore à gérer. Ouais, c'est intéressant, on y reviendra. Le collectif et puis des démarches, des accompagnements plus personnalisés. Jean-Bernard Castet, on l'a vu, hein, des résultats marquants. Et puis cette injonction aussi du ministre, agir sans attendre. Oui, exactement. Enfin, on voit bien qu'il y a une prise de conscience autour de ces sujets-là. Et on est aussi au cœur des sujets égalité hommes-femmes. Hein, Guillaume le rappelait tout à l'heure. C'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par les professionnels de santé aujourd'hui, par les décideurs hospitaliers, de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur ces sujets égalité hommes-femmes. Là, on voit bien, hein, dans le cas d'une carrière à l'hôpital, le fait d'avoir des enfants a des vraies répercussions, qu'on soit soignant, qu'on soit médecin. Donc, il y a ce sujet de l'égalité hommes-femmes, ce sujet de la parentalité. Et puis, il y a aussi ces injonctions contradictoires qui sont ressenties par les professionnels de santé, à la fois à la maison, à la fois au travail. Les chiffres sont quand même très marquants, Gaël les rappelait, mais juste je rappelle, 80% des professionnels de santé sont au cœur de ces injonctions contradictoires, de ne pas se sentir vraiment complètement à la place, ni à la maison, ni au travail. Et ça doit nous interpeller pour pouvoir identifier des solutions et mieux les accompagner dans ce moment de vie, encore une fois, très important. Merci beaucoup. Encore une fois, l'enquête dans son intégralité est à retrouver en ligne dans les quelques lignes qui accompagnent cette émission. Floriane Rivière, vous avez dit des résultats qui interpellent. Vous avez vu les choses évoluer. On parle d'une approche managériale, une approche sur ces enjeux d'égalité et une approche aussi, ça embarque des enjeux d'attractivité, de fidélisation, de recrutement. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est dans les perspectives de recrutement, l'hôpital reste attractif, ça c'est une réalité. Par contre, notre enjeu, c'est de fidéliser les professionnels et de pouvoir leur offrir des conditions de travail dans lesquelles ils se projettent sur le long terme. Parce que la particularité de la parentalité, c'est que vous avez la phase de la grossesse qui est déjà
est une période en soi. Et après, vous avez toute la vie qui se déroule en tant que parent et les impératifs que ça peut représenter en termes d'enfants malades, de distance, trajet domicile-travail et plus globalement de projection. On pourrait même faire un lien aussi avec les sujets d'installation et d'ancrage dans un territoire, avoir accès à des... On évoquait le logement, mais aussi à tout ce qui est infrastructure pour les familles. Donc, il y a vraiment une prise en compte de cette politique qui doit passer, je pense, par plusieurs axes. C'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est pas un seul levier, c'est une multitude de leviers sur lesquels il faut qu'on puisse agir de manière collective. Ça implique, vous l'avez dit, les managers, ça implique de les former à tout ce qui est conciliation vie perso, vie pro, mais ça implique aussi de réfléchir à comment sont organisés nos services, quels sont les leviers qu'on donne aux managers pour justement s'adapter aux demandes que peuvent formuler les agents. Parce que quand vous êtes en situation de grossesse, du coup, Guillaume Bailly l'évoquait, il y en a qui se passent bien, qui se passent moins bien. Vous avez des agents qui sont dans des parcours PMA, des agents qui ont des grossesses parfaitement physiologiques. Mais en tout cas, au CHU Tours, quand on regarde les chiffres, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 200-220 grossesses par an. Plus de 90% des agents sont en arrêt et la moyenne de l'arrêt, c'est plus de 40 jours. Donc, c'est bien qu'il y a une problématique d'adaptation aussi de nos organisations et de nos structures collectives, une problématique d'adaptation aux besoins qu'évoquent les futurs parents et les jeunes parents. Guillaume Bailly, vous voyez acquiescer, il y a un enjeu de évolution des organisations, s'adapter pour en tenir compte. On parlait du collectif et des démarches individuelles. C'est un enjeu, même question d'attractivité, de fidélisation. Il y a urgence, comme le disait le ministre tout à l'heure. C'est un enjeu d'attractivité, d'autant plus que de plus en plus de jeunes médecins se posent la question de leur lieu d'exercice, de leur mode d'exercice. Et c'est vrai que l'hôpital fait partie des pistes qui sont encore attractives, mais il y a d'autres alternatives qui se développent. Donc l'hôpital a un défi devant lui, celui d'être attractif pour garder les jeunes médecins et leur donner envie de s'y installer. Il faut que l'hôpital comprenne un élément qui est très concret. Tout doit être fait pour faciliter la vie des jeunes médecins parents. Quand vous êtes à la tête de plannings qui sont déjà très compliqués, que vous êtes sans cesse mobilisé, il faut que vous soyez sans arrêt et 100% de votre temps consacré à vos patients et que vous n'ayez pas la problématique des crèches hospitalières, la problématique du déplacement, vous l'avez rappelé, puisqu'on voit que l'accès à ces crèches sont aussi des problématiques d'ordre à la fois horaire, on sait que les horaires ne sont pas forcément très souples, mais également spatial, avec des éléments de déplacement qui sont importants. Prenez le cas des internes. Un interne est un agent qui n'est pas titulaire. Donc, de facto, il n'est pas éligible aux crèches hospitalières. Donc, ce qui fait que pour organiser sa grossesse, il faut finalement quitter son stage plus rapidement, plus précocement, ne plus se consacrer à ses patients, d'une part, et trouver une solution hors hospitalier. Et ça, c'est le cadre, vraiment le statut d'interne qui l'empêche d'être éligible à ces crèches hospitalières et qui, sur ce quotidien très chargé, rajoute des difficultés. Un élément qui est très factuel, puisqu'on parlait d'attractivité, les internes en médecine constituent environ 40% du personnel médical. Oui. Et ici, jusqu'à 70% des prescriptions hospitalières. C'est un maillon qui est essentiel à notre système de santé. Et donc, c'est le pari de la jeunesse qu'il faut faire sur le futur. Et on le voit, c'est sociétal. La médecine ne fait plus exception. Les gens veulent davantage concilier vie professionnelle et vie personnelle. C'est un fait. C'est vrai qu'on avait... très probablement au cours de ces dernières années, mis cette problématique sur le côté. On se rend compte que maintenant, pour les choix des postes, et même pour les choix d'exercice, ça fait partie maintenant des facteurs numéro 1 d'attractivité. Vous confirmez, Barbara Robert, le ministre tout à l'heure, Stanislas Guerini, parlait en écho d'organisation du travail, d'articulation vie pro, vie perso. C'est central aujourd'hui ? Oui, c'est clairement central pour nous, puisqu'effectivement, on a à la fois ce sujet de la parentalité, et puis, comme l'a dit le docteur Bailly, on a des aspirations générationnelles et sociétales plus largement qui aussi s'imposent à nous désormais, avec le souhait effectivement d'avoir des horaires un peu plus classiques, entre guillemets, des horaires dits de journée, et un peu moins tardifs ou précoces. Donc on cumule en fait des demandes des deux ordres, et l'idée c'est encore de trouver un équilibre pour ces professionnels qui sont en situation de future parentalité ou de parentalité, et qui d'une certaine manière vont faire l'objet dans les services d'une attention particulière
à laquelle ils aspirent, hein, bien sûr, mais là encore, voilà, qui doit trouver une réponse dans un équilibre parfois fragile au sein d'un service, hein, puisqu'il peut y avoir, on dira, des postes fléchés, on peut avoir également peut-être des postes sur les services de consultation ou d'hôpitaux de jour, mais avec l'intensification quand même du travail et le virage ambulatoire, on voit bien que certaines représentations sur des services qu'on peut dire un peu plus légers peut-être, plus accessibles effectivement dans des situations physiologiques différentes, eh bien, ne sont plus si accessibles que cela. Donc voilà, c'est une somme effectivement de critères à prendre en compte pour les managers au sein de l'hôpital et qui doivent permettre effectivement de répondre à ces futurs jeunes parents. On va évoquer, redonner la parole à Gaël Sliman dans un instant sur les attentes des personnels. Mais terminons ce tour de table sur le volet du constat avec vous, Jean-Bernard Castet. On le voit, hein, des attentes fortes et un sujet qui porte sur l'organisation générale des établissements, fidélisation, recrutement et puis l'organisation du travail. Effectivement, ça a été dit, les hospitaliers ont des contraintes vraiment spécifiques en termes d'horaires, des horaires atypiques, de la permanence des soins, et dans un contexte de raréfaction de la ressource humaine, hein, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour l'ensemble des professionnels de santé, les plannings sont amenés à évoluer de façon plus régulière qu'auparavant, et donc ça vient désorganiser une vie parentale qui est parfois organisée avec un conjoint, parfois sans conjoint. On évoquait la situation des familles monoparentales, on sait qu'elles sont nombreuses à l'hôpital. Il y a aussi la famille des couples, la question des couples hospitaliers. On sait au travers du sondage que 3 hospitaliers sur 10 ont un conjoint qui est lui-même professionnel de santé. Donc ça veut dire jongler avec des plannings, jongler avec des organisations complexes. Donc c'est comment effectivement on mobilise l'ensemble des parties prenantes, bien sûr à l'hôpital, mais aussi bien sûr dans les mairies, pour que des centres de loisirs puissent s'ouvrir un peu plus tôt, que des organisations soient trouvées pour le dépôt des enfants le matin, parce que voilà, ça devient vite une galère pour les professionnels de santé. Et effectivement, ça génère une diminution du temps passé à l'hôpital. On le voit bien, les professionnels soit prennent des temps partiels, soit diminuent le volume d'heures sup réalisées. Et donc, in fine, dans un contexte de raréfaction de la ressource humaine, le nombre de professionnels, le nombre d'heures travaillées est amené à diminuer. Le ministre le disait tout à l'heure, hein, votre baromètre de la MNH est décidément très, très éclairant. Basculons sur la deuxième partie. On a posé les constats. Évoquons maintenant les attentes des professionnels de santé vis-à-vis de leur parentalité. Je me tourne de nouveau vers vous, Gaël Sliman, président d'Odoxa, la régie de la slide numéro 9. On y va. Quelles sont les attentes, Gaël ? Alors, il y a des attentes qui sont nombreuses, mais il y a aussi, ça a été dit d'ailleurs, des éléments d'adaptation qui ont été mis en place. Entendons-nous bien, on met la focale sur les professionnels de santé et les difficultés, Jean-Bernard l'a dit il y a un instant, les difficultés particulières auxquelles ils étaient confrontés, mais ça ne veut pas dire que les hôpitaux font moins que les entreprises ou un certain nombre d'établissements publics pour s'occuper de leurs collaborateurs. Je vous donne un exemple. Quelle est la part de professionnels de santé qui ont bénéficié de la part de leur employeur d'un aménagement en lien avec leur parentalité? C'est ce qu'on voit à l'écran ici. 36% ont eu un aménagement de leur poste ou de leur temps de travail pendant leur grossesse. 17% ont eu un aménagement du temps de travail ou une mise à disposition de locaux adaptés pour le suivi de l'allaitement de leur enfant, etc. Vous les voyez tous à l'écran. Au total, ça veut dire que 55% des professionnels de santé ont eu un des éléments d'adaptation qui est indiqué dans l'étude. Juste pour situer les choses, chez les actifs en France, c'est moitié moins. Oui. Le problème, c'est ce qu'on va voir ensuite, c'est que les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels de santé, et chacun de vous 4 l'a dit d'ailleurs, l'a rappelé, sont infiniment plus nombreuses que celles auxquelles sont confrontés les autres actifs. D'abord, l'arrivée du dernier enfant, on a interrogé sur le dernier enfant entré dans la famille, l'arrivée du dernier enfant a incité les professionnels de santé, dans 38% des cas, pour 38% d'entre eux et d'entre elles, à aménager, à faire évoluer leurs horaires de travail. C'est 10 points de plus que la moyenne des actifs. Donc ça, c'est un premier élément de singularité et de difficulté accrue, compte tenu de ce que vous avez dit les uns et les autres sur le métier particulier de professionnels de santé. Ensuite,
la manière dont on a fait évoluer ces horaires de travail, le plus souvent, on a dû privilégier le temps partiel. Et évidemment, ça a des conséquences importantes dans tout un tas de domaines, et notamment sur la rémunération et sur le pouvoir d'achat, priorité absolue des Français comme des professionnels de santé d'ailleurs. Et donc, on a 38% des Français, des actifs français qui nous disent j'ai dû faire du temps partiel pour faire évoluer mes horaires de travail suite à l'arrivée de mon enfant. C'est déjà beaucoup. Et on est à 1 personne sur 2 chez les professionnels de santé. 49% nous disent avoir dû le faire. Et on a souvent posé la question dans le sondage, le plus souvent de façon contrainte plutôt que de façon souhaitée. On va passer sur le slide suivant parce qu'on va voir un autre élément qui concerne ce qui a été fait lorsque les professionnels de santé ont repris leur activité après l'arrivée de leur enfant. 62% ont rencontré une difficulté qui était liée à la garde de leur enfant au moment de reprendre leur activité professionnelle. Alors ces difficultés, c'était soit de ne pas avoir trouvé facilement un mode de garde pour leur enfant, vous l'avez évoqué les uns et les autres il y a un instant. 52% quand même des professionnels de santé nous ont dit qu'ils ont galéré, si vous me passez l'expression, pour trouver ce mode de garde. Un tiers d'entre eux nous disent qu'ils ont dû reprendre une activité à temps partiel subie, et 14% qu'elles ont dû prendre ou prolonger un congé parental. Tout ça, cumulé, fait le 62% que vous voyez là. Alors, on a évoqué le cas des gardes, on va le voir sur le slide suivant. S'agissant plus spécifiquement de la garde des enfants, le plus souvent, les professionnels de santé, ils doivent se débrouiller seuls. Encore une fois, à travers ces résultats, il ne s'agit pas de souligner ou de dire, ce qui serait faux, qu'on en fait moins à l'hôpital qu'ailleurs, mais de montrer les difficultés particulières auxquelles sont confrontés les professionnels de santé. On a 42% des professionnels de santé qui bénéficient de solutions de crèche, dont 25% d'une crèche hospitalière. En moyenne, en France, la part de gens qui peuvent bénéficier d'une crèche, c'est plutôt moitié moins. Donc, mais simplement, ça a été dit, je n'y reviendrai pas, la part de professionnels de santé, parce qu'ils sont avec un autre professionnel de santé, parce qu'ils ont des contraintes professionnelles de travail de nuit, etc., qui ont un besoin vital de ces gardes, elle est bien plus importante que ce qu'on observe en population générale. Et bien souvent, même ceux qui bénéficient de crèches ou de crèches hospitalières ont des besoins de garde privée, d'assistantes maternelles qui puissent venir les dépanner. S'agissant du mode, on va le voir sur le slide suivant, du mode de garde de leur enfant, bien souvent, ce n'est pas du tout adapté, nous disent-elles, et nous disent-ils, à leurs contraintes professionnelles. Ça leur pose des difficultés. 53% nous disent mon mode de garde, il me pose de grosses difficultés, soit parce qu'il n'est pas bien adapté à l'intérêt de leur vie de famille et à celui de leur enfant. Il y en a 27% qui le disent, soit parce qu'il n'est pas compatible avec les contraintes liées à leur exercice professionnel, soit parce qu'il ne leur permet pas de participer facilement à la continuité des soins dans leur service. Donc ce sujet de la garde est un sujet absolument majeur pour les professionnels de santé que nous avons interrogés. On va le voir le slide suivant sur un autre paramètre important. On a 38% des actifs seulement, j'ai envie de dire, et 55% des professionnels de santé qui ont eu des difficultés pour avoir les rendez-vous médicaux nécessaires à la santé de leur enfant. Vous vous rendez compte, on est sur les cordonniers, une fois de plus, les plus mal chaussés. On l'observe déjà dans nos baromètres avec la MNH sur la santé des soignants. On l'observe de nouveau ici sur celle de leurs enfants. On a un autre slide à présenter pour finir avant de vous laisser rebondir sur ces éléments. C'est la part de professionnels de santé qui ont rencontré des difficultés pour la garde de leur enfant, qui les ont conduits à envisager de changer de métier ou à quitter leur emploi. Quand on disait que c'était un sujet majeur, vous vous rendez compte avec la difficulté qu'il y a à recruter et à conserver les talents dans ce secteur hospitalier. On a 55% des professionnels de santé qui nous disent soit j'ai envisagé de changer de métier, ça c'est 48% d'entre eux, soit j'ai envisagé de quitter mon emploi, 39%, et on en a qui ont envisagé les deux. Et c'est une moyenne chez certaines professions de santé, chez certaines catégories de professions de santé, c'est encore plus élevé. Donc c'est un enjeu majeur pour conserver et attirer les talents que de gérer ces éléments sur la parentalité.
Merci beaucoup Gaël Sliman, président d'Odoxa, pour cet éclairage, cette présentation. Encore une fois, vous trouvez en ligne la totalité de ce baromètre réalisé par la MNH en partenariat avec Odoxa et la chaire santé de Sciences Po. Merci Gaël. Je salue à vos côtés Médéric Monestier, directeur général de la MNH et du groupe MNH. Poursuivons, rebondissons sur là encore des enseignements très éclairants. Floriane Rivière, madame la directrice générale du CHU de Tours, des attentes fortes. Que mettre en place? Que mettez-vous en place au CHU de Tours? Puis peut-être d'abord une réaction à ces éléments. Alors là, effectivement, il y a énormément de sujets qui s'entremêlent sur la question de la garde d'enfants. Je pense que ça, c'est un sujet qui touche l'intégralité des établissements. Le CHU de Tours n'y fait pas exception. Du coup, la crèche, donc le choix qui a été fait au CHU, c'est une crèche familiale, donc avec des assistantes maternelles. On a 150 places. Donc, à l'évidence, déjà, ça ne couvre évidemment pas l'intégralité du besoin des professionnels, toutes catégories confondues au sein de l'établissement. Alors, tous les professionnels ne le demandent pas non plus, mais c'est vrai que tous les ans, on est en difficulté pour répondre à l'ensemble des demandes. Et en plus, viennent se surajouter aussi des problématiques de recrutement d'assistantes maternelles, parce que la problématique de pénurie de professionnels touche aussi les assistantes maternelles. Donc, le problème se surajoute encore à celui de l'attractivité. Pour autant, c'est vrai que ce qui me semble important, ce qu'on a entendu, c'est le fait que c'est une problématique qui est commune à plusieurs agents de la fonction publique, à plusieurs catégories de fonctionnaires. C'est vrai que régulièrement, et là, on s'en rend compte quand on fait des enquêtes auprès des agents, ce qui est problématique pour les gardes d'enfants, au-delà même de la question financière, c'est la question des horaires atypiques. C'est la question des horaires atypiques. Et pour peu que dans le couple, les deux aient des horaires atypiques, c'est vrai qu'on est face à une impasse. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une solution là, de travail qui se dessine et qui se voit de plus en plus dans les territoires. C'est un travail en commun avec d'autres fonctions publiques. Je pense notamment aux policiers, policières, aux gendarmes bien sûr, qui sont confrontés en fait aux mêmes problématiques d'organisation de planning et qui peuvent avoir ce même type de difficultés. Et ça peut aider, en lien évidemment avec les collectivités territoriales aussi, qui sont un appui majeur dans cette question des gardes d'enfants et d'ouverture de places en crèche. On peut arriver à essayer d'augmenter le nombre de places qu'on peut proposer. Il y a un deuxième sujet sur lequel je souhaiterais rebondir, c'est le lien entre la parentalité et l'égalité homme-femme. C'est vrai que le choix qui a été fait à Tours, c'est d'intégrer cette problématique de la parentalité dans le plan égalité homme-femme, qui sera présenté aux instances avant l'été, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental. Si on veut, ne serait-ce que si on reparle de carrière, si on veut promouvoir du coup des profils féminins, les engager à évoluer dans leur métier, les engager à prendre des responsabilités, et là je parle vraiment toute profession confondue, je pense qu'on a un intérêt majeur dans les établissements à proposer aussi des solutions qui permettent d'accompagner ces projets professionnels et qui, inévitablement, ont lien à la parentalité et quelque part à l'allègement de cette charge mentale que ça peut représenter. S'appuyer, vous le dites, s'appuyer sur des initiatives qui partent des établissements, qui partent du local, et puis des synergies entre les trois versants de la fonction publique. Guillaume Bailly, quels accompagnements, d'abord une réaction sur ces enseignements extrêmement interpellants, mais aussi qui peuvent générer des solutions opérationnelles. Que faire? Quels accompagnements possibles? Alors tout d'abord, ça a été très bien dit, on est une profession qui travaille la nuit. Donc à partir du moment où on travaille la nuit, parfois 24 heures d'affilée, la problématique de la garde d'enfants se pose aussi pendant la nuit et pas seulement le jour. Et donc on bosse la nuit et le jour, et donc forcément les problématiques pour placer l'enfant sont doubles. C'est un élément qui fait que beaucoup de femmes qui sont en projet de parentalité renoncent à prendre des gardes, et parfois aux dépens de leur hygiène financière, puisqu'il n'y a pas de compensation financière derrière, puisqu'on sait que les gardes, ça permet quand même un certain complément de salaire, et donc le fait qu'elles renoncent à ces plannings de garde fait que, de facto, elles renoncent aussi à une partie de leur salaire. Donc on travaille la nuit, et forcément, les plannings de garde s'organisent au sein même des services. Le retour du terrain, c'est que très régulièrement, quand il s'agit d'organiser les plannings de garde, il y a des aménagements de planning de garde, mais ça se fait quand même au prix d'une certaine tension au sein même du service, puisque vous l'avez rappelé, nous sommes en période de
de pénurie d'effectifs. Nous n'avons pas assez de professionnels de santé pour assurer la permanence des soins, pour assurer les gardes hospitalières. Donc, quand vous retirez une personne sur le planning hospitalier, la personne, elle est vue comme étant, d'une certaine façon, coupable. Et on l'a bien vu, l'enquête le montre, elles sont victimes de tout un tas de préjugés, de remarques sur leurs priorités, le boulot ou leur projet personnel, et qui fait que même une fois qu'elles sont allées au bout de leur projet parental et qu'elles reviennent dans le service, l'égalité homme-femme est encore une fois mise en défaut, puisqu'on leur rappelle très régulièrement qu'elles n'ont pas participé au cours des derniers mois à la permanence des soins et qu'il serait plus logique, dans cette condition-là, de nommer quelqu'un qui, lui, pour le coup, a été en bon petit soldat sur le planning de garde, à assurer la permanence des soins. Vous voyez, donc il y a un effet un peu, un cercle vicieux qui fait qu'elles sont coupables en amont, pendant et après. Donc c'est la grosse particularité de ces professionnels de santé, ça ne concerne pas que les médecins, c'est qu'on travaille à la fois la nuit et à la fois le jour. Donc pour un professionnel, pour un Français standard, c'est déjà compliqué de trouver des nounous à horaires variables, etc. Là, c'est vraiment, c'est parfois mission impossible, tout simplement. Une vraie culture organisationnelle à revoir, hein. C'est vraiment, vraiment frappant. Barbara Robert, du côté de l'Association française des directeurs de soins, qu'avez-vous identifié? Quels sont les leviers pour agir? Alors, il s'agit pour nous vraiment de pouvoir anticiper au maximum ces situations et d'avoir un dispositif le plus institutionnel possible, affiché, communiqué, de manière à ne pas gérer que des situations individuelles prises au cas par cas dans les services. Mais de fait, nous sommes dans un univers hospitalier dans lequel il est plus facile de gérer des grands process que de faire de la dentelle, si je puis dire, et d'individualiser les accompagnements. Malgré tout, c'est bien vers cela que l'on s'engage, hein, puisqu'avec tout l'encadrement des soignants notamment, eh bien, il s'agit de maintenir le plus longtemps possible le professionnel dans son poste, puisque c'est aussi son souhait, hein, d'exercer son métier aussi longtemps que possible. Mais il faut bien penser que bon nombre d'entre eux sont soumis à des risques biologiques, des risques chimiques, peuvent être isolés dans leur travail de nuit, peuvent être sur des postes avec une station debout prolongée, travailler en 12 heures, voyez-vous. Et de cette façon-là, eh bien, à chaque fois, il faut se reposer la question de est-ce que cette grossesse physiologique se déroule et permet finalement de poursuivre dans ce poste-là, ou est-ce qu'à un moment donné, on s'organise pour proposer un autre poste, voilà, une autre mission transitoirement sur ce temps de grossesse et peut-être même après au retour. Mais ça pose des questions éventuellement de compétences parce que voilà, tous les professionnels ne sont pas interchangeables d'un service à l'autre, bien sûr. Et puis il y a aussi des professionnels qui souhaitent très concrètement rester dans leur service parce que effectivement, ben voilà, il y a un niveau de compétence qui est avéré. Il y a du soutien social de la part d'un cadre qui vous connaît depuis de plusieurs années, de collègues qui vous soutiennent aussi et qui peuvent voilà, éventuellement vous aider quand il y a une difficulté particulière sur des week-ends. Ou voilà. Donc cette solidarité aussi d'équipe, elle est à l'œuvre et elle est importante dans le champ notamment des activités hospitalières. Mais je pense que voilà, au niveau des directions de soins, pour nous, le travail il se fait très en amont pour essayer d'anticiper ces situations et de pouvoir proposer des aménagements qui soient le plus personnalisés possible. Merci beaucoup Jean-Bernard Castet, des enseignements interpellants, mais on le voit, vous écoutez tous les 3, tous les 4, enfin, tous les 5 même, les solutions sont là, elles existent. Oui, les solutions sont là. Enfin, il y a effectivement des attentes fortes de la part des professionnels. On le voit sur la question de la garde, ça a été rappelé, sur cette question culturelle de l'annonce de la grossesse, de comment c'est vécu, c'est perçu par l'encadrement, enfin, comment c'est accompagné par des chefs de service aussi. Enfin, voilà, il y a ce sujet culturel, il y a le sujet des horaires atypiques, voilà, qui viennent perturber l'organisation d'une vie de parent. Et donc, nous, à la MNH, on a essayé, notamment sur le sujet de la grossesse, d'identifier avec des soignants des solutions. Donc, via un outil qui s'appelle le Bureau d'intelligence collective, nous avons interrogé des professionnels de santé d'horizons différents, d'établissements différents, pour pouvoir identifier avec eux, sur ce sujet spécifique de la grossesse, les actions qui pouvaient être enclenchées. Et ça a donné lieu à des actions, à des tests. On a des partenariats avec le centre hospitalier de Béziers, avec le CHU de Reims, sur lesquels on est amené à travailler sur un coaching pendant la période de la grossesse à destination des professionnels de santé, et puis sur comment on travaille sur ce lien entre le professionnel de santé et son encadrant pour faire en sorte de bien
vivre cette période d'accueil de l'enfant. Et puis, comme le disait Barbara Robert, comment pouvoir identifier un poste de travail dans les premières années d'accueil de l'enfant qui soit plus compatible avec le fait d'apprendre à être parent. Merci beaucoup à tous les quatre. Basculons vers la troisième partie. Je reviens vers vous, Gaël Slimane, président d'Odoxa, sur le volet solutions, des solutions qui émergent déjà. Alors, moins de slides, mais des enseignements là encore impactants. Un enseignement clé en rebond avec ce que vient de dire Jean-Bernard Castet. On a 17, la régie, si vous voulez bien. On a un enjeu majeur pour les établissements de santé à s'investir dans le domaine, d'abord par humanité, dirais-je, parce que c'est une priorité pour les professionnels de santé qui travaillent dans les hôpitaux, mais aussi parce qu'il y a un intérêt égoïste majeur. On a une question du sondage qui l'illustre particulièrement bien. 42% des professionnels de santé considèrent que l'accompagnement des projets parentaux des collaborateurs, eh bien, ça constitue pour eux un critère d'attractivité pour un établissement ou de fidélisation, si on y est déjà, absolument majeur. C'est même un critère prioritaire pour 13% des professionnels de santé que nous avons interrogés. Tous ne sont pas parents, on n'envisage pas de le devenir. On est quasiment à 1 sur 2 pour ceux qui ont encore un projet parental en tête. Donc vous le voyez, tout ce sur quoi vous avez réagi, on en a une illustration évidente. C'est un impératif majeur parce que c'est un critère aussi clé de fidélisation ou de capacité à attirer les talents. Merci beaucoup Gaël Slimane, président d'Odoxa. Encore une fois, l'intégralité de l'enquête est en ligne. Alors sur ce volet solutions, allons plus avant. Peut-être Floriane Rivière sur les actions possibles pour accompagner les patientes pendant les différentes étapes de leur grossesse, voire de leur parcours PMA en amont de la grossesse. Ça fait partie des problématiques centrales, bien sûr. Alors, ça fait partie des problématiques centrales et je pense qu'il y a à la fois des changements culturels donc, qui vont prendre du temps et qui doivent s'accompagner au long cours, mais il y a aussi des choses très concrètes sur lesquelles on peut agir. Je pense notamment des vêtements de grossesse, des tenues professionnelles adaptées pour les femmes enceintes. Je pense que ça, c'est un sujet qui peut paraître basique, mais en même temps, je ne pense pas avoir déjà vu des tenues adaptées pour des professionnels en situation de grossesse. Donc déjà, rien que ça, nous, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler et c'est un projet qui va être conduit dans les meilleurs délais. Vous avez aussi, et après, vous avez une structuration de nos organisations. Une professionnelle qui est enceinte, alors il y a l'heure de grossesse, qui est l'aménagement le plus classique. Il y a aussi après tout ce qui est accompagnement et ciblage des vulnérabilités que peut comporter cet état de grossesse pour une professionnelle hospitalière. Donc où là, on est sur un accompagnement qui est structuré par la DRH. Donc au CHU, il y a tout un travail des équipes qui est conduit en lien avec la direction des soins pour identifier les grandes étapes. C'est-à-dire que les agents sont reçus avant leur congé maternité pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils comptent faire à leur retour. Est-ce qu'ils veulent du temps partiel? Est-ce qu'ils veulent se projeter sur un autre poste? Est-ce qu'il y a certaines compétences qu'ils souhaitent pouvoir développer par la suite? On parlait de coaching tout à l'heure, donc ça, c'est aussi c'est encore un projet, mais c'est évidemment fondamental. Et vous avez aussi tout ce qui est accompagnement social. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais il y a parfois donc, des familles monoparentales qui peuvent être en situation financière compliquée. Vous avez aussi les accidents de la vie, des divorces qui peuvent avoir un impact financier majeur ou un impact tout court sur le mode de gestion des enfants, ou qu'ils soient petits ou un peu plus grands. Et donc ça aussi, c'est un accompagnement du quotidien. Les hôpitaux aujourd'hui ont des professionnels, des assistants sociaux qui sont spécialisés sur l'accompagnement des professionnels, que ce soit au moment de la grossesse ou avec des enfants jeunes. On parlait des 1000 jours, classiquement, c'est vraiment le public cible. Donc voilà, moi j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a vraiment 2 dimensions dans l'approche. Il y a ce qu'on peut faire rapidement, qui peut avoir un impact concret, immédiat pour les professionnels. Et après, il y a l'évolution de la culture des organisations. Donc là, nous, c'est un plan 2024-2027 qu'on est en train de finaliser, où on a où on va intégrer ce qu'on vient d'évoquer, sur lequel je vais pas revenir, mais sur lequel on a une notion de formation
aussi à la conciliation vie perso, vie pro, formation des managers, quel que soit leur parcours et quel que soit leur secteur d'intervention, mais qui est fondamental aussi pour accompagner ce changement. Voilà des pistes. Le ministre Stanislas Guerini le disait, hein, ces équipes sont à l'écoute pour relever toutes vos préconisations. C'est très riche, c'est inspirant pour la feuille de route du ministre. Guillaume Bailly, alors beaucoup de questionnements peut-être sur les professionnels de santé qui sont en couple. 30% des professionnels de santé sont en couple, vous l'aviez évoqué avec un professionnel de santé. Est-ce que cet exercice parental suppose aussi, là encore, un accompagnement spécifique? Comment intervenir ? Il est vrai que nous avons la particularité de nous marier avec des professionnels de santé. Je pense que c'est par souci de facilité, par souci de compréhension du quotidien, aussi par la durée de nos études. On peut être amené à faire 12 ans, donc ça nous laisse autant d'éléments et d'occasions de rencontrer quelqu'un qui partagera notre vie. Mais forcément qui partagera à la fois notre vie puis nos problématiques. Donc ça a été très bien rappelé. La question, c'est pas tellement de se dire... quand on est une famille monoparentale, quand on est une personne ou deux personnes. En fait, la question devrait se poser dès lors qu'on est même un seul professionnel de santé, un parent qui travaille la nuit, qui travaille le jour. Comment on lui assure, lui, même s'il est en position confortable, c'est-à-dire avec un conjoint qui n'est pas professionnel de santé et qui a des aménagements, mais qui peut avoir une petite contrainte ou des imprévus, comment ce professionnel de santé, tout seul et sans les difficultés qu'on vient d'évoquer, tout seul, on arrive à lui assurer une parentalité sereine. On parlait aussi de tout un tas d'aménagements possibles et imaginables. Il a été montré à travers une méta-analyse que les internes en chirurgie avaient des grossesses plus compliquées que les autres femmes du même âge, de par la durée, de par la difficulté, de par le stress auquel elles sont confrontées en permanence, de par aussi parfois les positions physiques qu'elles sont obligées de prendre. Elles restent pendant 10-12 heures, ne serait-ce que par exemple pour faire une greffe de foie ou autre. C'est des quotidiens qui sont éreintants et ça se retranscrit dans des études. Donc il y a un aménagement, je pense, en amont, dès lors que la grossesse est connue. Et puis tout du long avec un recrutement plus effectif, plus de garde-fous pour s'assurer que les permanences des soins, qui sont aussi les moments où, de tension extrême, parce que c'est du travail de nuit, etc., soient compensés à la fois sur l'effectif et pour que le soignant et le patient soient au cœur de nos préoccupations. Parce que l'idée, c'est que le patient est là, il faut bien le soigner. Donc, c'est ce qui nous anime avant tout, c'est le patient, uniquement ça. Et donc, j'aime à penser que un soignant, une soignante qui va bien, qui s'épanouit, est une soignante qui soignera bien derrière son patient. C'est le message clé, je pense. Le fait de parier sur les professionnels de santé, c'est parier sur les patients derrière. Merci de le rappeler, de le souligner, vous avez tout à fait raison. Barbara Robert, peut-être en prolongement sur la question des schémas horaires, la gestion des plannings, on l'évoque depuis le début des échanges, des actions spécifiques pourraient clairement être alors elles existent déjà, mais pourraient se décliner, se développer. Oui, je pense que c'est un travail qui est largement entamé et qui est partagé entre les directions des ressources humaines, les directions de soins, les services santé au travail aussi, qui produisent aussi un accompagnement au long cours de ces professionnels, en particulier pour ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité. Donc c'est vrai que, je pense qu'au niveau managérial, il est important de mettre en œuvre un devoir d'exemplarité, si je peux dire ça, parce que je pense que chaque femme se souvient du moment de l'annonce de sa grossesse vis-à-vis de son employeur ou de son encadrant et de la réponse qui lui a été faite. Donc voilà, je pense que c'est important cette bienveillance managériale déjà, de pouvoir l'afficher et qu'elle se décline ensuite effectivement dans des actions au sein de l'institution et qui sont portées effectivement et assumées collectivement pour qu'elles soient facilitantes. Donc on a beaucoup parlé des crèches, de la distante, on peut aussi parler des places de parking à proximité. On peut aussi parler des locaux mis à disposition, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, effectivement aussi. Mais ça peut être, en termes professionnels, un accueil au retour qui ménage aussi le professionnel à son retour, peut-être justement parce que le mode de garde n'est pas encore pérenne. Et là, bien souvent, les encadrants déploient des trésors d'imagination pour arriver à passer quelquefois des périodes un peu critiques avant que cette situation ne se stabilise. Et puis, proposent aussi des formations pour effectivement se relancer quand on a été absent peut-être 1 an dans des disciplines techniques ou dans lesquelles il y a eu des évolutions dans la discipline médicale. Toujours intéressant aussi de pouvoir se relancer en étant sécurisé dans sa pratique professionnelle, en réintégrant son service. Donc voilà, ce sont des exemples aussi que l'on peut donner.
On va arriver au terme de notre émission, bientôt 1 heure. Jean-Bernard Castet, la MNH investit, et vous avez raison, ce sujet de la parentalité des professionnels de santé. Vous avez une feuille de route en la matière. Quelles sont les actions que vous allez enclencher par la mutuelle, par le groupe ? Donc effectivement, la MNH souhaite s'engager sur ce champ de la parentalité. Donc il y a 2 axes spécifiques. Déjà, un engagement auprès de nos adhérents à travers nos offres. Donc ça, c'est un travail qui est en cours pour, à travers de l'allocation naissance, à travers des sujets maintien de salaire, on en parlait tout à l'heure, de pouvoir être bien certain d'accompagner à la fois les mamans, mais aussi les papas, dans le cas du congé paternité, sur ces moments de maintien de salaire, dès lors que les gardes ne sont plus possibles, que les heures sup ne sont plus possibles. Donc ça, c'est un point important pour nous. L'autre point, c'est qu'on a souhaité ouvrir une offre nouvelle en proposant de financer 2 nuits de sommeil à nos hospitaliers au moment de l'arrivée de chaque enfant. Donc en finançant une nurse de nuit qui vient à domicile s'occuper de l'enfant pour offrir à nos hospitaliers 2 nuits de sommeil au moment de l'arrivée d'un nouvel enfant. C'est un geste un peu symbolique, mais c'est pour leur permettre de souffler. L'autre axe, c'est à destination des décideurs publics. On voit bien que ces sujets de parentalité sont connectés aux politiques d'attractivité et d'utilisation. Floriane Rivière le rappelait. Donc nous souhaitons nous engager à la fois auprès des pouvoirs publics, en coordination avec les DGOS, avec le ministère de la Transformation publique, pour porter ces sujets, pour les mettre dans le débat public. Et puis au-delà de ça, nous allons enclencher d'ici à mai 2025 un tour de France des établissements hospitaliers, une vingtaine d'établissements qui vont être rencontrés avec des tables rondes, des ateliers de réflexion, des séances d'information autour de ce sujet de la parentalité, pour venir aussi avec des solutions déjà identifiées sur le terrain, et puis pour les faire connaître au plus grand nombre et essayer de faire progresser ce sujet ensemble. Vous investissez pleinement cet enjeu. Peut-être un mot de conclusion, tous les 3, tous les 4, si vous voulez bien, de façon succincte. On pourrait débattre, on pourrait échanger encore vraiment longtemps, tant la problématique est riche, mais peut-être le message sur lequel vous voulez insister en direction des décideurs publics, du ministre aussi qui nous regarde, Floriane Rivière. Un mot de conclusion. Pas facile. Pas facile, effectivement. Je pense qu'il y a 2 enjeux majeurs qui doivent guider notre réflexion. C'est la conciliation entre les aspirations individuelles et le fonctionnement de l'institution, parce qu'il y a un patient qui doit être pris en charge dans les meilleures conditions. Et je pense que s'il y a vraiment une ligne de démarcation, c'est les choix des agents qui correspondent à un projet parental et les choix contraints. Et notre responsabilité, il est vraiment de pouvoir accompagner les professionnels pour que les choix, justement, ne soient pas contraints. Merci Guillaume Bailly, le message sur lequel vous voulez insister en conclusion. N'ayons pas peur d'être ambitieux sur ce sujet-là. C'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui concerne les soignants comme les patients, on l'a bien rappelé. N'ayons pas peur, dès le départ, de nous intéresser aux aménagements possibles et imaginables pour les internes en premier lieu. Je tirerai, je pense, en conclusion ultime, peut-être pour les équipes de M. Guérini, l'accès aux crèches hospitalières en premier plan, la clarification de ce statut qui bien souvent nous empêche d'avoir une lisibilité sur ces décisions et sur ces services proposés et qui fait que là, encore une fois, c'est une petite bataille pour y accéder. Donc l'élément clé, ça a été très bien rappelé, ça continuera de l'être à l'avenir, c'est de faire de la parentalité non plus un obstacle mais une chance pour la suite. Et puis pour le sujet qui est très spécifique aux internes, aux 35 000 internes, encore une fois, c'est de clarifier ce statut hospitalier et notamment l'accès aux crèches hospitalières, c'est hyper important. Merci beaucoup Guillaume Bailly et Barbara Robert. Votre mot de la fin, oui, si je puis dire. Parce que pour nous, l'idée, c'est effectivement de pouvoir renforcer la compatibilité, on l'a dit, entre l'exercice professionnel et puis les conditions dans lesquelles, effectivement, on le permet. Donc, je pense que voilà, nos efforts doivent porter. Je dirais que les établissements de santé ne sont pas les seuls du coup, acteurs dans ce schéma-là. Mais pour ce qui est de l'interne, en tout cas, voilà, on doit effectivement être sans doute plus incisif sur les actions que l'on mène et les faire savoir aussi, parce que dans l'enquête que vous avez menée, si j'ai bien compris, voilà, l'information des professionnels est déjà un sujet en soi, voilà, sur les droits. Donc, information et puis renforcement de la compatibilité. Jean-Bernard Castet, ma conclusion à moi, c'est les résultats, quand on les a regardés, quand on a préparé ensemble l'émission, c'était très interpellant. Mais là, on voit qu'il y a des solutions, il y a un engagement très fort, c'est encourageant, c'est très positif pour la suite. Oui, je crois qu'il y a un niveau d'ambition qui a été donné. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à mettre ce sujet un peu sur le devant de la scène, qui n'est pas vraiment un sujet dans le débat public aujourd'hui. Donc, on a bien identifié qu'il y avait des leviers d'action, il y a des constats forts. Donc, voir comment est-ce qu'ensemble, on peut prendre ces sujets-là pour faire progresser. Donc, peut-être un rendez-vous d'ici 1 an pour voir comment les choses ont progressé.
Absolument. Allez, donnons-nous rendez-vous. Merci beaucoup, Jean-Bernard Castet. C'était un plaisir de préparer cette émission avec vous et les équipes de la MNH. Je salue le directeur général Médéric Monessier qui nous suit depuis le public. Jean-Bernard Castet, vous êtes directeur général adjoint Affaires publiques et santé de la MNH. Barbara Robert, merci infiniment pour votre témoignage, vice-présidente de l'Association française des directeurs des soins. Guillaume Bailly, merci d'avoir porté un propos engagé, président de l'intersyndicat national des internes. Merci Floriane Rivière, directrice générale du CHU de Tours. Merci Gaël Sliman d'avoir brillamment présenté cette enquête, président d'Odoxa. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Je salue le ministre Stanislas Guerini et ses équipes qui nous suivent et qui sont intervenus. Merci à toutes et tous. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité de cette enquête dans les liens qui s'affichent dans les quelques lignes qui accompagnent cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite.